Rouge était l'amour, de Yolande Guetcherian. Narration, Fida Sacre. Au loin, l'océan se dessine bleu et calme. Le longeant, Michel avance. On dirait un point incertain, lent. Ses pas rejoignent l'escalier, puis s'enfoncent dans le sable comme s'il n'allait jamais pouvoir les retirer. C'est l'anxiété peut-être. Déjà, il attend, et l'attente lui serre le cœur. Un voilier escorté par la brume pointe à l'horizon. Ses passagers sont venus les aider, lui et sa compagne Alinéa, à quitter l'Argentine. Le pays est en conflit politique permanent. Michel ne se sent pas en sécurité dans ce pays à cause de son engagement politique. Il veut surtout offrir un voyage de rêve à Alinéa. Pour ce petit tour du monde, il est vêtu d'un pantalon couleur foncé en lin et d'une chemise blanche en coton à manches courtes. Mince et élancé, une casquette et des espadrilles blanches complètent sa tenue. Ses vêtements de sportif tranchent avec son allure fatiguée. Il fait des signaux timides de la main pour attirer l'attention des personnes du voilier. Mais ses yeux restent rivés sur la route, attendant impatiemment la venue de sa bien-aimée. Elle a plus d'une demi-heure de retard. Il l'imagine, vêtue d'un tailleur couleur ocre, comme ce sable de la plage où il est, rehaussé d'un foulard aux couleurs vives, d'un beau chapeau et de lunettes de soleil. Comme elle se fait désirer. Pensif, il s'inquiète de plus en plus et se pose de nombreuses questions. Ne va-t-elle pas venir? A-t-elle eu un empêchement? A-t-elle changé d'avis alors qu'ils avaient décidé de partir ensemble? Va-t-il embarquer seul et quitter sa belle amoureuse? Va-t-il pouvoir partir seul dans la paix, sans chagrin? Va-t-il dire à ceux qui sont venus les chercher qu'il ne veut pas quitter l'Argentine et qu'il a envie de retrouver la jeune femme? Entend-il dans ses oreilles cette belle musique de tango qui les unissait? L'aime-t-il plus qu'il ne le croyait? Michel se remémore les moments précieux passés avec son amante. Les randonnées aux impressionnantes chutes d'Iguazu, le plus grand système de cascades au monde. Les journées à Mar del Plata, mangeant avec gourmandise des empanadas, chaussant à la viande et aux légumes, buvant du maté et se dorant au soleil, sans oublier la promenade à la colline aux 7 couleurs qui les avait tant émerveillés et les matchs de football auxquels ils avaient assisté, applaudissant à tout rompre leur équipe préférée et hurlant de joie avec les autres spectateurs. Michel aime l'Argentine, où la musique baigne la vie quotidienne, les joies et les peines, les naissances et les deuils. Il se rappelle le jour de leur rencontre, presque 2 ans plus tôt, dans une milonga, un lieu où on danse le tango surtout, où il avait été entraîné par des amis. Il se rappelle jusqu'à leur premier mot. « Vous aimez danser ?» lui avait-elle demandé. Il ne savait pas danser, mais il voulait bien apprendre. Elle fut sa professeure de tango. Ils s'appliquaient, et très vite, ils dansèrent à l'unisson et formèrent un couple s'étreignant le temps d'une danse. Il était lui-même avec ses sentiments, sa personnalité et son histoire, prenant un plaisir intense dans ce corps à corps intime. Leurs étreintes d'abord intimes se firent un peu plus hardies. Il se noyait dans son regard, mais elle avait les yeux froids, de glace. Il ne le remarquait pas. Il pense aussi à leur petite querelle d'amoureux. L'aurait-il blessé? Son caractère jaloux l'aurait-elle fait fuir? Sa jalousie l'empêchait de dormir parfois. Il lui demandait souvent « Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies choisi. Dis-moi la vérité. » Il l'imaginait faisant l'amour avec d'autres hommes et la harcelait régulièrement à ce propos. Elle était si convoitée. Elle le rassurait en l'étreignant très fort. Ce sentiment de jalousie avait ses racines dans son enfance, quand son père cajolait, rarement il est vrai, un de ses jeunes frères. Il sentait la colère monter en lui. Elle l'étouffait presque. Elle était un poids sur sa poitrine, si fort qu'on l'avait conduit chez un pédiatre pour en connaître l'origine. Ce dernier n'avait rien décelé de physiologique. Il avait dit à la nounou qui l'accompagnait « Il a besoin de plus d'attention », ne pouvant dire « Il manque d'affection ».
Sa vie avait continué comme avant, avec cette oppression qu'il ne savait pas nommer alors. Orphelin de mère très jeune, le manque d'amour féminin est une profonde blessure pour lui. Il se rappelle son passé, son enfance, élevé par un père juste, mais n'exprimant aucun signe d'affection, confiant la plupart du temps les enfants à une nounou gentille, mais pas très futée, qui n'arrivait pas à combler leur manque. Il se dirigeait vers son père pour qu'il le prenne dans ses bras, et il recevait un léger baiser sur le front. Désappointé, il allait pleurer dans sa chambre, et en se cachant, se consolait en prenant son ours en peluche dans ses bras ou en jouant avec ses grands frères. Lorsqu'il lui arrivait de tomber et de se blesser, il ne devait pas pleurer. Un homme ne pleure pas, disait papa. Plus tard, à l'adolescence, il avait du mal avec les filles. Il ne savait pas comment les aborder, les séduire. Alors il s'adonnait corps et âme aux études, à la lecture et au sport. Il passait aussi son temps libre à regarder des films d'espionnage. Adulte, il choisit d'étudier la médecine, la chirurgie cardiaque. Excellent chirurgien, il sauvait des cœurs blessés, ne pouvant soigner le sien. Il trouve parallèlement refuge dans la politique et s'inscrit dans un parti politique de droite où il a un rôle actif. Ces tristes réflexions le ramènent à son amour. Il voudrait tellement qu'elle apparaisse. Bien que non-croyant, il se réfugie dans les quelques prières apprises en classe, les yeux levés vers le ciel et qu'il récite machinalement. Pas d'alinéa à l'horizon. N'a-t-il pas compris ses réticences quant à ce voyage? N'a-t-il pas été sensible à ses peurs? Ne veut-elle pas quitter l'Argentine? L'idée de l'avoir profondément blessé continue à le tourmenter. Il en pâlit presque et se met à trembler. Il poursuit son autoflagellation, se trouvant fautif de tout dans cette relation. Pas une seconde il ne pense à Juan, l'ex d'Alinéa. À cet instant, il se sent très seul. L'angoisse l'étreint. Il connaît très bien cette sensation qui l'étouffe et le replonge dans ses pensées. Alinéa est maintenant très en retard. Michel ploie sous le poids des regrets tout en scrutant avec inquiétude le chemin par lequel elle doit arriver. Personne. La plage est déserte à cette heure de la journée. Quelques oiseaux font leur virée matinale. Il s'assied sur le sable pour se calmer, puis se relève aussitôt, pris par un besoin urgent de bouger. Nerveux, de plus en plus inquiet, il fait les 100 pas, sans remarquer le voilier qui s'approche. Il ne voit pas l'homme debout qui le vise de son arme. Il fait un pas de côté pour chasser un insecte. La première balle rate sa cible. Il comprend qu'on essaie de le tuer et court aussi vite que possible. Il fait des zigzags pour éviter les tirs. Aucun endroit pour se cacher. Le sable est lisse, pas de dune. Finalement, touché par un projectile, il tombe, après quelques soubresauts. Le voilier s'éloigne. Le travail est accompli. Ses passagers se félicitent, se tapant sur le dos, satisfaits d'avoir réussi à honorer le contrat, prêts à se partager la récompense du forfait. Michel est seul sur la plage. Personne pour le secourir. Un air de tango triste se fait entendre au loin. Michel et Alinéa se sont rencontrés dans une salle de bal 2 ans plus tôt, lors du réveillon du Nouvel An. La salle était décorée de ballons de baudruche et de confettis. L'or et l'argenté étaient à l'honneur. Sur les tables étaient disposées des bouteilles pailletées. Des guirlandes dorées ajoutaient à ce décor une ambiance chaleureuse. Tout était prévu pour créer un air de fête. Celle-ci battait son plein quand Michel et ses amis arrivent dans cette milonga. Vers 23h, une très belle femme entre avec d'autres personnes. Elle est superbe, avec des cheveux roux, un maquillage parfait et un rouge à lèvres flamboyant. Elle porte des chaussures de danseuse appropriées au lieu, car on y danse surtout le tango. Elle le subjugue aussitôt. Il n'arrive pas à la quitter des yeux.
Elle ne lui prête pas attention. Elle se débarrasse de sa cape, qu'elle remet à un serveur à ses petits soins. Madame est une habituée. Elle révèle une robe noire en dentelle, dos nu. Michel avale à peine sa salive, séduit par tant de beauté. Assise à une table pas très loin de la sienne, elle est tout sourire, buvant et riant avec ses compagnons et avec un homme qu'on appelle Juan. Parfois, leurs regards se rencontrent et, intimidés, ils détournent le regard. Un ami commun les présente. Madame Gomez, mais on l'appelle tous Alinéa. C'est plus convivial. Et voici son mari Juan. Très heureux, salue Michel, sans pouvoir s'empêcher de la dévorer des yeux. Vous venez souvent à ce lieu si agréable? Ça ne vous regarde pas, intervient Juan d'un ton hargneux. Gêné, Michel poursuit aussi aimablement qu'il le peut. Je m'appelle Michel Pouting. Je suis chirurgien, je vis en Amérique du Sud depuis longtemps. J'ai effectué une partie de mes études de médecine dans votre beau pays. Vous avez un nom français, remarque Alinéa. J'ai des origines françaises, confirme Michel. Alinéa, confuse par la grossièreté de son mari, l'invite à leur table malgré le regard furieux que lui lance Juan. Aux yeux noirs de colère de ce dernier répond un sourire timide de Michel, ébranlé par cet accueil. Les hommes se toisent et l'atmosphère devient de plomb. Juan est un homme jaloux et ne veut pas partager sa femme. Savent-ils tous deux qu'ils appartiennent à des partis politiques fondamentalement opposés? Soudain, une panne d'électricité et la salle sombre dans le noir. Panne de courant électrique fréquente dans ce pays. Les plombs ont sauté. Après un « ah » général, puis un court silence, suivi de quelques personnes qui se lèvent, une altercation s'ensuit, tous étant fortement imbibés d'alcool. Grande agitation, bruit de chaises et de verres qu'on fait tomber. Les jolies bouteilles ont un destin funeste sur le parquet avec un bruit sec, bousculade, cris, pleurs de femmes. La bagarre se poursuivit sur le trottoir à l'extérieur. Au milieu de cette foire aux coups de poing, d'autres clients se mettent à l'abri et les employés essayent, tant que faire se peut, d'extraire les tables et les chaises, dont certaines volent déjà alors que d'autres cherchent des bougies. Alinéa devine à la lumière d'un briquet que les hommes sortent ainsi que Michel et Juan. Après de longues minutes, Michel revient, seul, avec des taches sur son pantalon. Son regard croise celui d'Alinéa. Il le détourne et s'esquive rapidement en mettant furtivement un objet dans sa poche, faisant attention à ne pas être vu. La lumière revient rapidement et éclaire de nouveau la salle. Et puis, retentissent des cris venant de l'extérieur, et une voix hurle « Un homme est mort !» Celui qui crie ainsi a les mains pleines de sang, les cheveux hirsutes, le teint brun, le visage tout pâle, il tremble comme une feuille. Tout le monde accourt, et Alinéa reconnaît son mari en sang. Alinéa recherche Michel du regard en vain, et ne le voyant plus, présume que l'objet caché par lui était une arme et qu'il est l'assassin. Les présents désertent les lieux, craignant d'être impliqués devant la police. Juan a été tué avec un silencieux. La fête est terminée. Alinéa reste seule, livide et en larmes auprès du cadavre de son mari. Elle décide de le venger et de porter uniquement du rouge jusqu'à assouvir sa vengeance. Après l'arrivée des forces de l'ordre et quelques questions, elle rentre éplorée chez elle avec un sentiment de haine vis-à-vis de Michel qu'elle considère coupable. Il a caché une arme dans sa poche. Il va me le payer. Il ne me connaît pas pour imaginer ce que je peux lui faire, se dit-elle. Sa colère gronde si fort qu'elle imagine diverses tortures. Rougie par les pleurs, ses yeux lancent des éclairs. Rien n'arrive à la calmer. Alinéa n'était pas amoureuse de Juan, mais l'habitude avait créé des liens entre eux. Ils étaient si différents. Il était de quelques années plus âgé qu'elle. Ils s'étaient rencontrés dans une galerie d'art. Brun, il ne lui avait pas plu de prime abord, mais à force de le fréquenter, ils avaient uni leur solitude. Il avait une personnalité plutôt terne, compensée par son enthousiasme pour l'art, dont il était féru. C'était un grand sensible.
artiste peintre dont le rêve était d'être reconnu par ses pairs argentins et pourquoi pas mondialement. Juan avait eu une mère possessive qui comblait le manque de son mari décédé en prenant soin exagérément de son fils unique. Quand il était petit, un simple bobo devenait un drame. Il fallait appeler un médecin ou le conduire à l'hôpital. À l'adolescence, quand il s'attardait parfois à l'école, elle le recevait en larmes pensant qu'il avait eu un accident. Elle ne lui permettait pas de sortir avec ses copains, craignant des rixes ou un danger imaginaire. Alors Juan, qui n'osait pas l'affronter, elle l'aurait traité d'ingrat, se réfugiait dans sa chambre, bouquinant et dessinant. Il ne pouvait avoir des amis à part sa mère qui lui disait « Tu es tout pour moi ». Elle devait être tout pour lui. Ce qu'il acceptait malgré lui. Avait-il la force de la contrarier ? Pour pallier le manque de contact de son âge, il crée un monde imaginaire avec des amis à qui il parlait souvent à voix basse pour que sa mère ne l'entende pas. Elle lui avait accordé un chat, finalement, et jouait avec lui des heures durant. Il ne se sentait pas très malheureux. C'était ainsi. Il se promettait une fois grand de partir et d'étudier l'art. Ce qu'il fit quand sa mère mourut. L'indépendance était difficile à acquérir au début. Il avait totalement vécu sous sa coupe. Elle ne le laissait rien entreprendre. Elle voulait même l'aider sous la douche. « Je te masserai la tête », lui disait-elle. Il ne la laissait pas faire. Malgré les difficultés inhérentes à son éducation avec une mère qu'il considère malade aujourd'hui, il réussit à rejoindre l'école des beaux-arts, qu'il termine avec succès et s'engage en politique dans un parti de gauche. Son côté timide et souvent silencieux avait en partie séduit Alinéa, qui était tout le contraire. Volubile et pleine de vie, elle avait une très forte personnalité, attirant l'attention là où elle se rendait. Déterminée, elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Elle ne savait pas ce qu'était l'échec. Séductrice et aussi bonne actrice, elle savait simuler des sentiments qu'elle ne ressentait pas. Aux émotions souvent paradoxales, il était difficile d'avoir accès à la vraie Alinéa. Son côté obscur pouvait révéler un caractère rancunier et vindicatif. Elle se vengeait de toute personne qui la décevait. Une fois, elle régla son compte à une amie d'enfance 20 ans après l'incident. Celle-ci l'avait traitée de menteuse. Elle n'avait pas réussi à se défendre alors. Elle gardait tout en elle jusqu'au jour où elle explosait avec un plaisir évident. Elle était aussi une excellente danseuse de tango qu'elle pratiquait avec des hommes de rencontre. Alinéa était ainsi, passionnée, violente et justicière. Quelques mois plus tard, après de longs préparatifs stratégiques et une maturation psychologique, l'heure propice à la vengeance a sonné pour Alinéa. La revanche est prête, bien étudiée. Elle n'a aucune hésitation sur l'acte qu'elle va faire commettre. Elle a longuement réfléchi. Elle peut tout assumer. Juan le mérite. Grâce à des amis communs, elle organise une rencontre dans un bar avec Michel. L'ambiance est festive et la salle toute simple, des tables et des chaises en bois. Au mur, de grandes affiches en couleurs représentent des danseurs de tango. Un orchestre avec le bandoneon, instrument phare du tango, enflamme les danseurs. Michel et Alinéa boivent quelques verres ensemble en s'amusant beaucoup. Ils semblent attirés l'un par l'autre. Elle lui parle de l'Argentine pour le mettre à l'aise. Elle lui raconte comment les premiers migrants, italiens, français, espagnols, avaient tout laissé derrière eux pour trouver du travail ailleurs. Nostalgiques de leur patrie, de leurs femmes, de leur famille, ils cherchaient du réconfort pour adoucir leur mélancolie. C'était un grand nombre de travailleurs venus tenter leur chance dans le nouvel Eldorado argentin. Elle lui parla aussi du tango, comme une pensée triste qui se danse, selon Ernesto Sabato. Derrière la sensualité apparente du tango se cache la tristesse des hommes déracinés, lui dit-elle. Ils s'entraînaient à l'origine entre eux, faute de partenaires féminines. Elle le surprend aussi en évoquant la tangothérapie.
Il boit ses paroles. Elle sait si bien l'étonner. À son tour, il lui raconte vaguement son enfance, ses études de médecine, ses opérations, les horaires difficiles. Bien qu'intéressée, elle l'arrête et lui dit « Vous voulez danser ?»« Je ne sais pas danser, répond-il, mais je voudrais bien apprendre. » Le cœur de Michel bat très fort. Il se lève timidement, lui sourit et essaie de l'enlacer. Elle l'arrête net et corrige la position de ses bras. Alinéa l'initie à quelques pas de base du tango. « Vous êtes doué, lui dit-elle. » Il bombe le torse sous le pouvoir de ses mots et en rougit de plaisir. Il fait de gros efforts, très concentré sur ses pieds. Dégoulinant de sueur, il lui dit « Vous êtes un excellent professeur. » Alinéa flattée, elle répond « C'est une danse d'improvisation, au sens où les deux partenaires marchent ensemble sans chercher à deviner les pas. » Elle ajoute « Je ferai l'homme au début, essayez de me suivre. » Après quelques faux pas et de nombreux fous rires, il capte un peu le rythme, étonné de son exploit. Il danse jusqu'au matin et puis se donne rendez-vous pour le samedi suivant. Elle lui effleure légèrement les lèvres avant de le quitter. Il en est tout retourné. Sa libido est enflammée. Toute la semaine, il ne manque pas de s'appeler, elle plus que lui, parlant de leur journée, des livres qu'ils lisent et des films qu'ils visionnent. Il lui raconte qu'il se fait confectionner des habits de tango, chemise en soie et pantalon 4 plis pour être élégant et stylé en dansant avec elle. Ils discutent des couleurs qu'il a choisies. Pantalon de quelle couleur? Noir et gris foncé. Et les chemises? Blanche, gris clair et noir. Elle approuve ses choix et le félicite. Il en est tout content. Une relation passionnée s'installe entre eux. Du vouvoiement, ils passent au tutoiement. Ils se voient tous les jours, font l'amour à corps perdu, sans se lasser l'un de l'autre. Leur idylle n'est pas qu'un simple attrait physique, ils sont follement amoureux. Michel ne peut plus se passer d'elle alors qu'elle est plus réservée. Michel lui demande de quitter ensemble le pays. Elle joue le jeu. Pourquoi? La situation politique est tendue en Argentine, lui dit-il. Où veux-tu aller? En France, le pays de mes origines, répond-il. Pourquoi pas? Je ne connais pas Paris. On dit que c'est une très belle ville, lui répond Alinéa. La plus belle du monde, ajoute Michel. Y danse-t-on le tango? Et comment? Affirme Michel. Je suis partante n'importe où avec toi. Et si on y danse le tango, ce sera merveilleux, déclare Alinéa avec enthousiasme. Durant leur liaison en partie mensongère, les émotions d'Alinéa à l'égard de Michel évoluent paradoxalement, amour et haine confondues. Certains jours, les idées de tirer vengeance de lui disparaissent peu à peu. Les représailles sont presque oubliées. Elle ressent des émois en sa présence, alors qu'elle pensait le haïr. Et puis soudain, les idées de vengeance refont surface. Tiraillée par des émotions contradictoires, elle est totalement troublée. Jour après jour, elle comprend qu'elle s'attache à lui tout en luttant contre ses sentiments. Comment aimer un homme qui a tué son mari? Quelqu'un lui avait dit un jour « En amour, on n'a pas le contrôle ». La veille, elle a remarqué un retard dans ses menstruations. Elle court à la pharmacie la plus proche pour acheter un test de grossesse. Retour au pas de course à la salle de bain et... confirmation. Elle porte un enfant qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Son désir d'être mère n'avait pas été comblé avec Juan. Ils étaient incompatibles. Ils avaient tout tenté, consulté de nombreux gynécologues, et toujours la même réponse. Adoptez-en un. Une blessure que tout au long des années, ils avaient fini par accepter à contre-cœur après de chaudes larmes et des accusations réciproques. Le deuil de l'enfant avait usé leur ménage. Juan s'était réfugié dans son art et Alinéa dans une vie nocturne avec le tango. Le couple n'était qu'une pure forme sociale. Eux savaient que c'était fini. Totalement bouleversée, elle fait 3 fois le test et toujours le même résultat. Elle décide de ne rien dire à Michel,
ne sachant pas si elle veut garder ce bébé ou pas. Catholique convaincue, sa foi l'en empêchera-t-elle, elle qui a tellement envie d'un enfant? Quoi faire? Son rêve de toujours est dans son ventre. Totalement désemparée, elle décide de se coucher pour oublier. Un sommeil avec des cauchemars étranges et ensanglantés l'accompagne toute la nuit. À son réveil, très fatiguée, elle se rappelle une image d'un rêve de la nuit. Un oiseau ensanglanté dans une cage. Ce volatile mort est-il l'enfant qu'elle veut tuer? Jamais. Rassérénée, elle décide de le garder sans en parler à quiconque. Elle se lève, plus légère d'avoir pris cette décision, se maquille après un long bain, s'habille, revêt sa cape rouge et la voilà prête à rejoindre Michel. L'idée de vengeance court toujours dans son esprit. L'enfant n'aura pas de père. Beaucoup n'en ont pas. Elle sera une mère formidable, aimante et présente. Elle lui assurera tous ses besoins. Alinéa décide de contacter les malfrats dont on lui a parlé. Elle organise avec eux les moindres détails de l'assassinat et leur approche vers la plage avec un voilier. Alinéa sait qu'elle ne reverra plus Michel en vie. La plage est un traquenard et les représailles peuvent être mortelles. Elle lui demande alors de ne pas quitter l'appartement. Vaine parole. Il ne l'écoute pas. Elle insiste. Il ne change pas d'avis. Nous avons longuement discuté de ce voyage en amoureux en voilier. As-tu oublié, Alinéa? Je n'ai pas oublié, mon chéri, mais je veux juste changer le jour du départ. D'après la météo, il fera plus beau demain. Tu voulais voir Paris, les quais de Seine, les bouquinistes, la butte Montmartre, insiste-t-il. Oui, mais plus tard, répond-elle. Tu rêvais d'aller hors de Paris, de visiter le Mont Saint-Michel, de voir comment la mer se retire, d'y manger une bonne omelette avec moi, ajoute-t-il. Je peux manger des œufs ici aussi. Qu'est-ce qui te prend, ma chérie? Tu ne veux plus partir? Si, mais pas aujourd'hui. Attendons un peu. Nous sommes prêts, nos valises sont bouclées. Pourquoi attendre? Je te devance, ma belle. Rejoins-moi tout à l'heure. Nous allons réaliser notre rêve. Ne pouvant lui dire la vérité, elle s'empêche de pleurer devant lui. Sa fierté, ou est-ce son orgueil, la réduisent au silence. Totalement tiraillée entre son désir de vengeance toujours actuel et son amour, Alinéa n'arrive pas à le laisser partir. Elle s'accroche à lui désespérément. Il se dit qu'elle a peur de quitter son pays et ses amis. Il l'encourage longtemps, puis enfile sa veste. Une longue étreinte les unit. Ils n'arrivent pas à se détacher l'un de l'autre. Elle se pend à son cou en larmes. Il ne comprend pas. Michel quitte seul, laissant Alinéa en plein désarroi. Elle ne peut pas le retenir, le garder vivant. Hésitante, elle fait les 100 pas dans sa chambre. Elle regrette cette décision d'avoir engagé des tueurs à gages pour l'abattre. Elle ne peut plus les rappeler pour annuler le contrat. Et puis un sursaut. Que fait-elle encore dans cette chambre à perdre du temps? Pourquoi est-elle encore là à attendre et à imaginer qu'il va revenir? A-t-il pu échapper au bal qu'elle avait financé? Est-elle devenue folle pour avoir organisé un pacte pareil? Elle sait ce qui attend Michel au bord de l'eau. Totalement paniquée, elle décide de lui porter secours si elle peut encore arriver à temps. Elle s'habille à la hâte, porte des vêtements dépareillés et se dirige en courant et trébuchant vers la plage. Elle voit un homme étendu. C'est Michel qu'elle reconnaît de loin à ses vêtements. Elle veut appeler les pompiers, mais elle n'a pas son téléphone. Personne tout autour. À l'aube, des passants avaient retrouvé un homme étendu sur la plage au bord de l'océan, sans oser l'aider. Avait-il eu un malaise? Était-il mort? Aucun d'eux n'avait osé l'approcher. D'une voix cassée, Alinéa appelle au secours tandis qu'elle fait les quelques premiers gestes qu'elle connaît pour le réanimer. Des compressions thoraciques, du bouche à bouche, tout en gémissant et pleurant à chaudes larmes. Elle s'étend ensuite à ses côtés en attendant de l'assistance. Elle l'aime, bien qu'elle sache qu'elle l'a perdu par sa faute.
C'est maintenant elle, l'assassin. Elle lui demande de la pardonner. Elle prend Michel dans ses bras et tente de le réchauffer. 2 corps enlacés sur la plage, l'ombre d'un spectre menaçant au-dessus d'eux. Le sang de son amant tache ses habits. Elle n'en a cure. Seule compte sa douleur. Elle s'assied près de lui caresse les cheveux, lui sourit et s'allonge de nouveau le long de son corps, agrippée à lui de ses 2 bras, le visage collé au sien. Elle l'embrasse sur tout le corps pour le ramener à la vie, et puis, résignée et éplorée, se lève, lui donne un dernier baiser et s'éloigne, hagarde en chantonnant la voix cassée, dans un dialecte espagnol, une chanson d'adieu. Elle rentre chez elle en vacillant, ôte sa veste rouge et enfile un manteau noir. Les semaines passent. Alinéa ne danse plus, malgré les efforts de ses amis pour la distraire. Elle s'enferme dans la pénombre de sa chambre et se nourrit des souvenirs et des photos de Michel. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir, écrit Federico García Lorca. Un matin, le téléphone sonne. C'est la police qui veut la voir. Effrayée, elle pense aussitôt au contrat. Quelqu'un a-t-il parlé ? Tremblant de tous ses membres, elle se rend au commissariat, toute livide, sans même se maquiller. On l'a fait attendre 2 longues heures avant d'être reçue par le commissaire principal. Il est debout derrière un vieux bureau, cheveux gris et clairsemés, carrure forte, lunettes en écaille. Il impose. « Je peux vous offrir un café ou un rafraîchissement ?» demande-t-il. Elle décline l'offre, n'arrivant même pas à avaler sa salive. La nausée la surprend et la sueur coule sur son cou, trempant le col de son chemisier. Elle attend, presque en déséquilibre sur sa chaise. Il toussote et lui parle de Juan. Elle ne comprend pas. Juan ? Nous n'avons pas arrêté l'enquête. Nous ne vous en avons rien dit pour ne pas vous donner de faux espoirs. Tout juste après le décès de votre mari, la police technique est arrivée sur les lieux. Après la prise de clichés, elle a relevé des empreintes, a effectué des prélèvements ADN et a glané tous les objets qui traînent, mégots, chiffons, bouts de papier. Puis, suivant les décisions du juge d'instruction qui mène l'enquête, les inspecteurs ont entendu plusieurs fois tous les témoins. Alinéa retient son souffle. Le commissaire continua sur sa lancée. Après tout ce procédé et d'autres recherches, nous avons opéré plusieurs interpellations et repéré l'assassin de votre mari. Nous l'avons arrêté hier. Il s'agit de Franco Z. Il a profité de la bagarre générale au restaurant pour liquider Juan. Il est sous les verrous à l'heure qu'il est. On l'a laissé mariner pendant plusieurs jours après un interrogatoire très poussé, parfois musclé. Il a finalement lâché le morceau et avoué son meurtre. Pourquoi ? Pour des raisons de dissension politique. Ils s'étaient rencontrés il y a quelques mois, Juan avait insulté Franco, et voilà le résultat. J'espère que cette nouvelle vous fait plaisir, chère madame. La police ne laisse jamais tomber une enquête. Nous réussissons à résoudre de nombreuses affaires. Délits, accidents, meurtres, rien ne nous échappe. Nous travaillons actuellement sur le meurtre de Michel Pouting. Michel Pouting ? Connaissez-vous son meurtrier, monsieur le commissaire ? Pas encore, madame, mais nous l'arrêterons. Vous connaissiez bien ce monsieur, non ? On vous voyait souvent ensemble. Le temps est notre atout. Nous arriverons aussi à coincer son assassin. La police voit et sait tout, ajoute-t-il avec un regard féroce. Le sang se glace dans les veines d'Alinéa. Tiraillée entre sa peur d'être reconnue coupable et sa grande peine d'avoir mal jugé un innocent, elle veut disparaître de ce bureau. Le commissaire se lève et lui signifie la fin de l'entrevue. Elle n'arrive pas à bouger, tremblant comme une feuille. Il met son attitude sur le compte de l'émotion, appelle un gendarme et la fait raccompagner. Elle le remercie à peine. Vacillant, elle quitte la pièce. En route,
Elle regarde sans les voir les devantures des boutiques du coin. Elle ne remarque pas les jolis habits exposés dans les vitrines. Elle qui aime tant les beaux vêtements. Elle ne voit pas non plus les belles fleurs garnissant les grands bacs devant chaque magasin. Comme elle est assise à l'arrière derrière le chauffeur, elle ne détourne pas sa tête pour remarquer qu'ils sont suivis. La police, les malfrats inquiets de la savoir au commissariat, des amis de Michel, ses pensées sont ailleurs. Son unique souci est d'arriver chez elle malgré le trafic intense en cette fin de journée. Les klaxons des automobilistes impatients la contrarient fortement. « Monsieur, vous ne pouvez pas aller plus vite ou changer de route ? » ?»« Mais madame, c'est l'heure de pointe partout. Voulez-vous que je mette un peu de musique pour vous faire patienter ? Le tango soulage de tout. Non merci, monsieur, surtout pas de musique. » Le conducteur lui explique combien il est difficile d'être chauffeur de taxi dans une grande capitale et à quel point il est mal rémunéré. Elle hoche la tête sans l'écouter. Elle veut être chez elle, se cacher sous la couette et pleurer tout son soûl. Surtout ne pas réfléchir. Avaler 2 cachets et sombrer dans un sommeil profond. Ce qu'elle fait. Elle se réveille le lendemain, le corps entièrement endolori, le cerveau en bouillie. Le remords et la culpabilité la reprennent. Son sadisme à l'égard de Michel lui redonne mauvaise conscience. Elle pense aussi à son bébé sans père. Plus d'homme dans sa vie. Peut-elle le supporter, elle qui avait toujours eu Juan à ses côtés ces dernières années? Confrontée subitement aux aléas de la solitude, elle a peur. Elle n'avait pas envisagé cet aspect de la vie sans un partenaire pour partager les bons et les mauvais moments. Affligée par le chagrin et l'inquiétude, totalement déchirée, elle sanglote des heures durant. Les affres de son désespoir la font sombrer dans un pessimisme sans bornes. Non, elle n'est pas de cette trempe. Elle se reprend vite, se met à ranger la chambre et la cuisine pour se sentir vivante et utile. Elle doit penser à Sébastien. Elle a décidé que ça serait un garçon et qu'il ressemblerait à Michel. Elle lui achèterait de beaux petits vêtements, des t-shirts avec des animaux dessus et des inscriptions telles que « J'aime maman ». Cette idée la comble de joie. Elle pense aussi au porte-bébé et à la poussette qu'elle peut acquérir. Sébastien est l'enfant de l'amour, du tango. Elle le gardera. À ce moment, Alinéa semble avoir oublié les paroles du commissaire. Elle n'a pas peur de l'avenir pour elle-même et le bébé. Comment vont-ils savoir qu'elle est à l'origine de la mort de Michel? Personne n'osera parler. Elle chasse aussitôt ses idées noires. Elle est convaincue que sa vie sera belle, pleine de promesses. L'optimisme est sa force. Michel l'aurait voulu courageuse et déterminée. Elle retrouve son port de tête royale comme une danseuse de ballet et s'adresse à lui. Depuis que nos chemins se sont croisés, depuis que j'ai vu ton regard, tu es devenu tout pour moi. Sans toi, il n'y a pas d'amour. Sans toi, je n'existe pas. Sans toi, le monde est vide et n'a aucun sens. Je te demande de rester à mes côtés, même si je ne te vois pas. Alinéa sanglote. Des nuages gris s'amoncellent dans le ciel annonçant un orage. Le monde est plus triste qu'elle ne le pensait. Rouge était l'amour, se dit-elle. Quelques mois plus tard, alors que son chagrin perd de son intensité, Alinéa reste néanmoins indolente des heures durant devant la télévision, à visionner des séries que Michel aimait et à préparer la layette du bébé. Elle ne voit plus ses partenaires de tango et ne fréquente plus les milongas. Elle pense surtout à l'enfant qu'elle porte. Un matin, comme il fait très beau, plus calme, elle décide de faire une marche suivant les conseils de son gynécologue. Elle avance lentement se tenant le ventre sur un trottoir pratiquement vide. Un vent léger lui caresse le visage. Presque joyeuse, revigorée par un soleil éclatant, elle pense à son bébé et à Michel. Dans sa rêverie, il lui apparaît beau, heureux et souriant. Elle pense alors à leur moment magique et sourit, elle aussi.
Elle se met alors à chantonner un air traditionnel de tango en poursuivant sa promenade. Soudain, un scooter arrive à contresens à une vitesse folle sur ce pavé interdit aux 2 roues et la percute violemment avant de s'enfuir. Alinéa perd son équilibre et s'affaisse. Des passants appellent les secours qui arrivent aussitôt. Consciente encore, mais pleine de sang, elle essaie de crier « Mon bébé !» mais aucun son ne sort de ses lèvres. Elle ne s'en rend pas compte. Elle ne comprend pas pourquoi les blouses blanches ne lui répondent pas. Elle essaie une seconde fois. Même silence. Arrivée à l'hôpital, elle s'évanouit. À son réveil le lendemain, elle remarque son ventre plat. Que s'est-il passé? Elle ne s'en souvient pas. Elle appelle l'infirmière et lui demande de Sébastien. Un silence gêné lui répond. Sébastien n'a pas survécu. Elle se met à hurler, des cris stridents. Alinéa vient de perdre ses 3 hommes, Juan, Michel et Sébastien. Elle ne veut plus vivre. Mise sous traitement, elle fait semblant d'avaler ses médicaments en les cachant sous sa langue, attendant la moindre occasion pour se suicider. Elle n'est jamais seule dans sa chambre, surveillée constamment. Elle essaie de se trouver un allié à l'hôpital. Même le laveur de carreaux à qui elle demande une paire de ciseaux pour se scarifier. Il rapporte ce fait à l'infirmière chef. Elle ne mange plus, ne dort plus, a des hallucinations parlant à Michel ou berçant et embrassant un coussin, croyant que c'est Sébastien. Elle se laisse sombrer dans la folie. Elle qui criait vengeance paye le prix de sa haine, de sa colère et de son aveuglement. En définitive, elle a perdu son combat. Désormais, un autre combat plus dur l'attend, celui de reprendre pied dans la réalité, de se reconstruire lentement et peut-être de danser à nouveau le tango.